Kunz, le jeu des questions cache sur table. Température extrême, un avant-goût peut-être de notre futur, de notre quotidien dans le futur. On en débat dans l'œil de la rédaction. Ce sera juste après une courte pause. Rendez-vous donc d'ici une poignée de secondes. Vous êtes toujours dans les visiteurs du soir, place à présent à l'œil de la rédac avec Sylvie Poffet qu'on rejoint depuis la rédaction LN24. Sylvie, les températures extrêmes sont-elles un avant-goût de notre futur climatique? 30 à 43 degrés cette semaine en France et en Espagne, 35 degrés annoncés chez nous ce samedi. Quelle est finalement l'origine de cette vague de chaleur, Sylvie? Eh bien, c'est une bulle de chaleur. Des masses d'air torride venues d'Afrique du Nord et de Mauritanie sont en train de remonter vers nos régions, aidées par une dépression météorologique au large du Portugal qui agit comme une pompe à chaleur et accélère le processus. En gros, l'air file vers le nord comme dans un entonnoir. Ouais, nous ne sommes pas encore en été que nous étouffons déjà, Sylvie Poffet. C'est le cas un petit peu partout dans le monde finalement. Oui, Jim, dans la vallée de la mort aux États-Unis, par exemple, l'un des endroits les plus chauds sur Terre, un record de température a été battu samedi, un record vieux de 100 ans. La température a atteint 122 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 50 degrés Celsius. Alors cette vague inédite, si tôt dans la saison, alarme les spécialistes. L'exception devient peu à peu la norme. Les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Tout s'accélère et s'intensifie. Nous avons connu autant de vagues de chaleur entre 1960 et 2005, c'est-à-dire en 45 ans, qu'en 15 ans, de 2005 à 2020. Pourtant, Sylvie, ce n'est pas faute de prévenir. De nombreux climatologues alertent les responsables politiques et la population mondiale depuis quelques années maintenant, depuis plusieurs décennies même. Oui, Jim, les températures ont augmenté de 1 degré en moyenne ces 30 dernières années et l'on prévoit au moins 3 degrés de plus d'ici la fin du siècle. Pour les spécialistes, la fréquence des canicules devrait doubler d'ici 2050. Sous l'influence du réchauffement climatique, les extrêmes seront donc beaucoup plus excessifs et réguliers que par le passé. On le voit en Belgique, les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes. Alors qu'on connaissait ce phénomène tous les 4 ans en moyenne, c'est maintenant le cas 2 années sur 3, avec les conséquences que l'on connaît sur la sécheresse des sols, les récoltes abîmées, les restrictions d'utilisation de l'eau et à contrario les inondations, les tornades, les ouragans, la neige et le froid. Et le pire, Sylvie, c'est que la solution, eh bien, on la connaît depuis très longtemps maintenant. Mais oui, pour les climatologues, c'est sans appel. Les faits sont clairs depuis longtemps. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière immédiate, soutenue, dans le temps et dans tous les secteurs. Pas dans 3 ans, mais maintenant. Merci beaucoup Sylvie pour cet éclairage. Pour en parler tout d'abord avec nous en liaison Skype, bonsoir François Gemène, chercheur à l'Université de Liège, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de géopolitique, de l'environnement et des migrations, bien entouré comme toujours évidemment François. Bonsoir aussi à vous Cathy Clairbeau, avec nous ici en plateau. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences du climat et de l'atmosphère, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Atmosphère et Observation Spatiale. Commençons avec vous, avant de sortir de l'actualité la plus chaude, et c'est le cas de le dire, et de penser au futur, les températures qu'on voit et qu'on verra encore cette semaine, à quel point est-ce que c'est anormal finalement? Alors les températures en tant que telles, elles ne sont pas si anormales. Ce qui est anormal, c'est que ça arrive si tôt dans la saison. Et donc on verra à la fin de la semaine si on bat les records de température ou pas. Mais en tout cas, c'est très tôt dans la saison pour avoir des températures comme celle-là. Ce qu'ils voient comme température en Espagne ou en France, c'est vraiment très élevé pour mi-juin. Alors la question à 1 million d'euros directement en tout début de séquence, est-ce que c'est notre faute? Alors bien sûr que c'est notre faute parce qu'il y a une corrélation simple entre l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'augmentation de température. Comment le savoir? Pour l'expliquer simplement aux étudiants, je dis si on enlevait toute l'atmosphère, qu'on n'avait plus aucun gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus de vapeur d'eau, plus de CO2, plus de méthane, on aurait une température à la surface de la Terre qui serait moins 18 degrés et on ne serait pas là pour en discuter. Après, heureusement, il y a une atmosphère qui existait déjà avant que l'homme apparaisse sur la Terre, mais on a rajouté des gaz à effet de serre dans cette atmosphère, on a rajouté surtout du CO2, du méthane, du N2O, qui contribuent à augmenter la température. Et donc, en moyenne globale, on observe une augmentation de température de 1,1, 1,2 degrés, mais localement, ça peut être beaucoup plus élevé que ça. François Gemène, on connaît votre engagement pour le climat, pour la migration aussi, votre engagement aussi auprès du GIEC. On vous reçoit assez régulièrement pour ce genre de phénomène, que ce soit des records de chaleur, des inondations, des ouragans, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, parfois même aux États-Unis. Combien il en faudra des événements comme ça avant qu'on prenne réellement conscience et qu'on ne fasse pas comme dans le film Don't Look Up, c'est-à-dire qu'on reste dans ce déni climatique? Qu'est-ce qu'il faudra pour que la population, pour que vous, moi et tous ceux qui nous regardent se rendent compte que finalement la situation qu'on va vivre peut-être quelque temps finalement en Belgique pourrait devenir une réalité sur un beaucoup plus long terme et pratiquement tous les jours d'ici peut-être 30, 40, 50 ou 60 ans?
Je pense en réalité, Jim, que la conscience, elle est déjà là. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté, simplement parce que toute l'organisation de notre économie et aussi de nos démocraties s'est articulée autour de l'exploitation des énergies fossiles. Et que donc, si nous voulons en sortir, ça implique de sortir de tout un modèle de construction de l'économie. Et donc, je dirais qu'on est dans une situation qu'on appelle en psychiatrie l'apraxie, c'est-à-dire le fait de savoir, mais de se trouver incapable d'agir, incapable de prendre les mesures qui seraient nécessaires. Et donc, on compte beaucoup parfois sur la psychologie de la catastrophe. On se dit finalement, à force d'être confrontés aux impacts du changement climatique, les gens vont réaliser la nécessité des mesures à prendre. Mais je pense qu'il ne faut pas compter là-dessus en réalité, parce que ça impliquerait un basculement de la société. Et ce basculement de la société, il n'a pas encore eu lieu. Et je ne pense pas qu'il aura lieu par la force de la majorité. Oui. On verra si c'est un véritable basculement ou une transition en douceur, voire même si on a encore le temps de faire cette transition en douceur, vu le temps dont on en parle quand même depuis très longtemps. On a déjà un tout petit peu parlé avec vous, Cathy Clairbeau, mais qu'est-ce que notre influence sur le climat implique concrètement ? Est-ce que ça sera une multiplication de ce genre de phénomènes, que ce sont des records de chaleur, des ouragans, des inondations telles qu'on les a connus encore très récemment en Belgique ? Qu'est-ce que notre implication, plutôt qu'est-ce que notre influence va impliquer pour la suite sur notre planète ? Alors, l'implication sur les vagues de chaleur, ça, elle est certaine. C'est-à-dire, on pense qu'il y aura plus de vagues de chaleur, elles seront plus longues, plus intenses ou plus fréquentes, ou tous les trois à la fois. L'augmentation sur le niveau des mers, elle est certaine aussi. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, déjà maintenant, on a 11 cm quand on mesure le niveau des mers au stand, par exemple. Et l'implication sur la fonte des glaces, elle est certaine aussi. Après, ça va dépendre des politiques qu'on met en place, de combien, en fait, on parvient à réguler toutes ces augmentations. Ce qui est plus difficile à modéliser dans le futur, c'est tout ce qui est événement extrême. Donc, on pense, en fait, c'est assez logique, si vous réfléchissez qu'il fait plus chaud, la vapeur d'eau s'évapore plus et tout le système dynamique est perturbé et ça s'accélère. Il y a plus de formation de nuages, donc il y a plus de pluie, etc. Par contre, ça reste très, très difficile à prévoir. Donc faire un lien direct entre une catastrophe, une année X et le réchauffement climatique, on peut le faire, mais on va le faire sur un plan statistique. On va dire la probabilité qu'un tel événement se passe, prenons les inondations à Liège par exemple, elle est augmentée par le fait qu'il y a le réchauffement atmosphérique. Mais bon, on ne peut pas être certain qu'il va y avoir des événements comme cela tous les X années, par exemple. On viendra évidemment sur ces indicateurs qui nous donnent de sérieuses indications, évidemment, sur la suite. Peut-être un mot d'abord avec vous, Nicolas Vado. Oui, je vais me faire l'avocat du diable, justement, parce que vous savez ce que vous disent les climato-sceptiques. Ils vous disent, oui, mais ça n'a rien à voir avec l'homme. C'est cyclique. C'est cyclique. Est-ce qu'on peut quantifier, mesurer sans dénigrer du tout l'influence de l'être humain, est-ce qu'on peut voir quelle est la part exacte qui est due à nos comportements et la part qui est d'un phénomène purement naturel? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Alors oui, on peut le faire parce qu'on modélise de mieux en mieux, on fait de mieux en mieux ce qu'on appelle des jumeaux numériques de ce qui se passe dans l'atmosphère, dans la végétation, dans l'océan. Ce sont les modèles climatiques. Et pour vérifier si ces modèles sont fiables, ce qu'on fait, c'est on modélise les climats du passé. On remonte très loin dans le passé. C'est 18e siècle, il me semble, le dernier vrai gros changement. Il y avait 1700 et quelques, je crois. Il y a eu, par exemple, pendant le Moyen-Âge, il y a eu une baisse de température, mais qu'on peut expliquer en fait par une série d'événements volcaniques, etc. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, quand on modélise tous les événements passés correctement, mais il faut tenir compte de plein de facteurs, y compris des facteurs naturels. La variation de l'insolation solaire qu'on connaît, on connaît son cycle de 11 ans, on connaît son cycle à plus long terme. Le fait que les volcans envoient des particules dans l'atmosphère et que ça va en fait permettre au rayonnement solaire de moins pénétrer dans l'atmosphère, et ça va faire comme des miroirs en fait qui reflètent le rayonnement solaire vers l'espace, et donc ça va conduire à une baisse des températures. Ça, on connaît aussi, on arrive à modéliser ça. Le fait qu'on envoie des gaz et des aérosols dans l'atmosphère, ça c'est la contribution humaine. Et donc quand on tient compte de ces 4 facteurs, on parvient à modéliser les climats du passé. Et quand on regarde le climat récent, les 20 dernières années, il n'y a aucun moyen en fait d'expliquer de manière naturelle les variations de température qu'on observe. Et donc pour ça, on sait que c'est associé aux émissions de gaz à effet de serre ces dernières années. C'est pas 20 ans, c'est plutôt 40, un truc comme ça. Oui, mais il y a une accélération ces 20 dernières années. C'est-à-dire que
les gaz à effet de serre, ils s'accumulent et on voit l'effet sur la température qui explose depuis 20 ans en fait. C'est ça la difficulté, puisque les décisions qu'on prendra aujourd'hui auront évidemment, enfin plutôt la non-décision, ont encore un impact pour plusieurs années, plusieurs décennies. Détour par la rédaction N24 avec vous, Sylvie Poffet, on vous écoute pour notre chiffre du soir, Sylvie. Eh bien, il ne s'agit pas d'un chiffre, mais de 2 chiffres ce soir. Le premier chiffre est 2100. D'ici 2100, l'université d'Hawaï estime que 74% de la population humaine pourrait être confrontée à des vagues de chaleur mortelles si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter au même rythme. Le second chiffre, c'est 2050. Dès 2050, certaines régions du monde seront en effet trop chaude pour survivre. Selon les scientifiques, l'indice le plus élevé auquel un humain peut résister est de 35 degrés Celsius pendant 6 heures. Il sera dès lors difficile de survivre dès 2050 dans certaines régions du globe où cet indice sera trop élevé. Ce devrait être le cas dans le sud de l'Asie, dans le golfe Persique, l'Iran, le sultanat d'Oman, le Koweït et dans les pays bordant la mer Rouge, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie et le Yémen. Merci Sylvie. François Gemène, c'est là qu'on comprend à quel point justement le réchauffement climatique a un impact sur à peu près tous les secteurs qui existent aujourd'hui. Évidemment, vous me voyez venir avec ce chiffre qu'a cité Sylvie. Certaines régions du monde seront trop chaudes pour survivre dès 2050. À partir de là, se jouera aussi cette guerre de la migration, telle qu'on peut parfois la voir dans des films dystopiques de science-fiction, avec des gens qui vont lutter pour des ressources, lutter pour un habitat. Cette réalité-là, à quel point est-ce qu'elle est crédible à partir de 2050, selon vous, François ? C'est clair que la question au final que nous pose le changement climatique, c'est vraiment la question de l'habitabilité de la planète. En d'autres termes, quelles seront potentiellement des régions qui vont devenir inhabitables, soit parce qu'il y fera trop chaud, et on sait qu'à partir de 50 degrés sur des durées prolongées, ce sont les fonctions vitales du corps humain qui sont menacées, soit parce que ces régions seront inondées en permanence. On sait que le gouvernement indonésien, par exemple, a déjà décidé du déplacement de sa capitale, Jakarta, pour cette raison, soit tout simplement parce que ces régions seront incultivables. En Afrique subsaharienne, 1 ménage sur 2 dépend de l'agriculture vivrière comme première source de revenus. Et donc, effectivement, si nous ne limitons pas davantage la hausse des températures, il y a un risque que certaines régions du monde deviennent littéralement inhabitables, ce qui entraînerait une forme de redistribution géographique de la population à l'échelle mondiale. La distribution géographique de la population, c'est toujours organisé autour de facteurs environnementaux. Souvenons-nous que l'Europe a été colonisée par les hommes et les femmes préhistoriques parce qu'elle disposait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. Et donc, comme nous sommes seulement à l'aube d'un changement environnemental majeur, effectivement, on peut imaginer que cela amène à terme une redistribution de la population mondiale d'un point de vue géographique. Autant dire qu'on n'est pas encore prêt du tout à avoir ce débat. Oui, et puis au-delà de ça encore, Cathy Clairbeau, selon le dernier rapport du GIEC, la mortalité va augmenter de plus de 40% si on dépasse ce fameux seuil des 2 degrés, avec évidemment ces chaleurs extrêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ralentit nos émissions à gaz à effet de serre, ou on reste un petit peu dans le symbolique et dans les grandes annonces et des COP qui s'enchaînent et qui finalement ne changent pas grand-chose? Non, alors ça dépend où. Comme vous savez, il y a quand même déjà des réglementations qui ont été mises en place, et heureusement, parce qu'on a déjà, en fait, la température augmente moins vite que si on avait laissé tous les pays émettre des gaz à effet de serre comme ils voulaient. Et donc en Belgique, par exemple, on a diminué nos émissions de CO2, ou on en parle souvent CO2 équivalent parce qu'on met tous les gaz à effet de serre dans un même tas. On a diminué nos émissions d'environ 20%. Depuis qu'on a mis en place des réglementations. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces gaz à effet de serre, ils ont un très long temps de vie. Le CO2, par exemple, on estime que c'est environ 100 ans. En fait, il est mangé par la végétation, par l'océan. Il y a très peu de choses qui le détruisent dans l'atmosphère. Le méthane, c'est 10 ans. Et donc, quand on stoppe les émissions des gaz à effet de serre, ou si on les diminue, eh bien, l'impact, il est lent. Et donc, on continue en fait à augmenter les concentrations de ces gaz à l'atmosphère parce qu'il faudrait stopper les émissions plus vite, quoi. Il faudrait diminuer. Et pour bien comprendre, il faudrait, parce qu'on parlait justement de ce moment de bascule qu'évoquait François Gemène. Moi, je tempère en disant que ce serait plutôt une période de transition en douceur. À vous entendre, cette transition en douceur, c'est déjà trop tard. Là, c'est le moment où il faut vraiment... Non, j'ai pas dit ça parce que là, on a déjà commencé, en tout cas dans les pays européens, on a commencé à baisser les émissions de gaz à effet de serre, et on pourra pas, parce que nos modèles de société sont aussi faits que... Autant rester réaliste. Voilà, et donc on pourra pas les stopper comme ça après-demain, ou même en claquant des doigts. En fait, au niveau scientifique, ce qui a été fait, le modèle qui a été choisi, c'est exactement le même que celui qui a le mieux marché. C'est ce qui concernait
le problème du trou d'ozone, dont vous vous souviendrez sûrement. On a mis exactement le même schéma en place avec les scientifiques qui expliquent ce qui se passe au niveau de la science, les décideurs qui prennent des décisions, et puis il faut arrêter les sources. Sauf qu'ici, les sources, c'est chaque être humain qui est émetteur de CO2, et donc c'est beaucoup plus compliqué d'arrêter les sources. Joachim Kuntz, vous n'êtes pas spécialiste climat, vous n'avez aucune... comment dire, il fait chaud, j'ai enlevé ma veste. Vous avez enlevé votre veste. Comment vous imaginez, quel regard vous portez sur ce débat avec peut-être en 2050 des régions inhabitables, peut-être en 2100 des vagues de chaleur de plus en plus régulières, une augmentation de la mortalité. Comment vous l'imaginez, vous, ce monde du futur, celui de vos enfants, de vos petits-enfants? Oui, enfin, je pense qu'il y a quand même une tendance que tout le monde est au courant maintenant, ou commence à être au courant et comprend déjà les mesures. Au début des mesures on a les accords de Paris, etc. Donc la conscience est là. Donc il faut accélérer, je trouve, pour éviter tous les désastres qui peuvent déjà venir. Mais le fait est déjà là. Hein. Le fait que les gens se déplacent à cause de la chaleur, ça existe déjà. Je sais des gens qui vivent normalement au sud de l'Espagne, maintenant qui bougent déjà vers notre pays parce que c'est déjà trop chaud pour eux dans l'été. Donc ça bouge déjà et ça va encore bouger encore plus. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble mondialement pour tout ça, pour qu'on puisse faire. Mais autre chose aussi sur le plan de notre pays, vous avez parlé d'augmentation de niveau d'eau. La Flandre. La Flandre, voilà. Quand moi j'habite, je sais déjà que cette dame n'est pas la mer, mais ça va être la mer de nouveau. Donc je veux éviter tout cela. Donc il faut, par exemple, faire quelque chose à la côte. Il faut faire des îles pour un peu essayer de diminuer les influences sur l'augmentation de l'eau, comme on fait aux Pays-Bas. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Eh bien, en parlant de ça, à détour par la rédaction LN24 avec vous, Sylvie. Sylvie, on vous écoute pour notre déclaration du soir qui va finalement dans le sens de ce que disait ici Joachim Kuntz et de ces alternatives qui se créent et se mettent en place dans différents pays pour lutter contre ces futures ou actuelles grandes vagues de chaleur, Sylvie. Et oui, cette déclaration, c'est celle d'Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement français, gouvernement qui a décidé de réagir face au dérèglement climatique et qui pense à la renaturation des villes. Paul, vous le savez, sont particulièrement touchés par la perception d'une chaleur intense et par conséquent, le gouvernement va favoriser le développement d'îlots de fraîcheur en ville. Comment ? En s'engageant très fortement pour accompagner les collectivités locales dans l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique. Un programme de renaturation des villes, des centres-villes, va être lancé, doté d'un fonds important de 500 millions d'euros, justement pour venir cofinancer aux côtés des collectivités locales qui en expriment le besoin, ces opérations de renaturation. Et vous l'avez dit, Jim, des municipalités françaises ont déjà commencé à développer ces îlots de fraîcheur, des zones plus fraîches que la température ambiante. Ces lieux sont souvent végétalisés ou enduits d'un enrobé clair et poreux qui ne capture pas la chaleur, contrairement au bitume classique. À Paris, des cours d'école dites oasis sont régulièrement inaugurés, sans béton. Et puis à Strasbourg, des espaces verts éphémères ont été réalisés à partir d'espèces végétales locales et résistantes à la chaleur. Merci Sylvie. François Gemène, je vais vous lire une phrase issue d'un rapport du GIEC qui me semble, et l'auteur principal d'une étude en tout cas, qui nous dit ceci. En ce qui concerne les vagues de chaleur, nous avons le choix entre un scénario futur mauvais ou terrible. J'ai une question quand même pour vous, François, à ce moment-là. Est-ce que d'un côté, la technologie pourrait quand même nous aider, soit à gagner du temps, soit nous aider à réagir et à trouver des alternatives, comme par exemple une renaturation ou imaginer comme ça? Ou est-ce que selon vous, comme le dit ici ce Camilo Mora, dans tous les cas, ça sera soit mauvais, soit terrible? Une chose est certaine, c'est que les vagues de chaleur vont se multiplier à l'avenir et que donc des événements qu'on considérait comme exceptionnels vont devenir la norme. Et que non seulement leur fréquence va augmenter, mais leur intensité va également augmenter. Heureusement, il y a certaines stratégies d'adaptation qui peuvent nous aider effectivement à surmonter et à vivre avec ces vagues de chaleur. Quelles sont-elles? Je vais en citer 3 en particulier. La première, c'est de mieux isoler les logements et donc de rénover notamment une série de logements vétustes qui sont encore très absorbants de chaleur et qui deviennent de véritables fours en été. Deuxième option, c'est celle qu'on vient d'évoquer avec le sujet où on a entendu la porte-parole du gouvernement français, c'est de végétaliser les villes et donc d'y mettre davantage d'arbres et d'espaces verts, pas parce que ça fait joli, mais parce que ça permet de faire baisser la température de quelques degrés. Et puis, il va falloir aussi revoir l'architecture. Ces derniers temps, on a fait beaucoup d'architecture de verre et de béton. C'est pas bon du tout
pour les vagues de chaleur. Et donc, il va falloir avoir des bâtiments plus blancs. Il va notamment falloir peindre en blanc les toits de certains immeubles et revenir à des modes d'architecture, notamment avec des volets ou des persiennes, qui permettent d'affronter mieux ces vagues de chaleur. Et donc, heureusement, cette combinaison, je dirais, de recettes assez simples et de technologies va permettre de limiter l'impact des vagues de chaleur, mais ce qui est certain, c'est que nous allons vivre dans un climat à la fois plus chaud et plus instable. Oui, on imagine un petit peu, on a du mal à imaginer justement à quoi pourrait ressembler ce monde avec des chaleurs extrêmes dès qu'on sort de chez soi, avec peut-être aussi une autre manière finalement de vivre notre vie et d'organiser aussi la société, avec peut-être pourquoi pas des sortes de dômes ou des toits, comme le dit ici François Gemène, qui empêchent la chaleur de pénétrer. En tout cas, une vie qui devra être adaptée justement à la nouvelle réalité climatique ou en tout cas de la nature. Un mot peut-être, Luc Hénard, sur votre regard sur la situation et sur ce qu'on vient de dire. Ça va être difficile, hein, mais je vais faire un effort. Tout d'abord, j'aime assez bien ce que disait Madame, c'est que les scientifiques réfléchissent de manière posée. On n'est pas, et on doit, à mon avis, impérativement quitter le domaine du slogan, parce qu'aujourd'hui, on vous agite les catastrophes après les catastrophes. Et Madame, vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait brièvement une intervention qui nous a indiqué qu'on doit y réfléchir, on ne doit pas non plus s'embarquer dans le catastrophisme. Autre petit mot, c'est qu'il faudrait, et c'est l'occasion ou jamais, de faire passer le message au secrétaire d'État, Sami Mehdi, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais la manière dont il répond aujourd'hui à la problématique, eh bien, il y a, comme on dit chez nous, un stut. Et j'ai une dernière petite question pour notre ami François. Quand il dit tout à l'heure qu'il ne croit pas au changement par la force de la majorité, j'aimerais l'entendre par rapport à la solution. Si ce n'est pas celle-là, laquelle préconise-t-il ? François ? Je crois que le changement viendra bien davantage de minorités agissantes, comme l'avait théorisé Serge Moscovici, c'est-à-dire de minorités agissantes au sein des entreprises, au sein des collectivités, au sein de la société civile. Quand on regarde l'histoire des grands changements dans l'histoire de l'humanité, ces changements ont davantage été induits par des minorités plutôt que par des majorités. Quand on prend par exemple la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, cette fin n'a pas été décidée parce que les Noirs sont soudainement devenus majoritaires dans la population américaine, mais simplement parce que des groupes se sont organisés pour faire valoir leurs droits, pour mettre fin à cette injustice, et ont fini par entraîner le reste de la population pour mettre un terme à cette injustice. Pour terminer peut-être cette discussion, Cathy Clairbeau, on a intitulé cette question aujourd'hui, ce soir, savoir si cette température de l'extrême serait finalement peut-être un glimpse, ou en tout cas une porte ouverte sur notre futur, sur notre quotidien dans le futur. À quel point est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'en 2050, on aura une vie complètement différente ? On va payer notre non-action aussi jusqu'à présent ? Alors je dirais que ça dépend où on habite. En Belgique, on est probablement pas les plus mal placés. Il y a d'autres endroits du globe où vraiment ce sera, enfin mon collègue en a parlé, ce serait vraiment catastrophique. En Belgique, il fera plus chaud, bon voilà. On va pas mourir de la chaleur en Belgique. Non, on va pas en mourir 2050. de la chaleur. Mais je peux rajouter juste un mot par rapport Bien à ce que disait monsieur. J'aime pas du tout cette façon de présenter. La presse adore de dire on n'a plus que 3 ans pour agir. Moi, j'aime pas du tout en fait cette façon de présenter les choses. Et d'ailleurs, le GIEC ne dit jamais ça. Il dit chaque demi-degré compte et donc il faut se dépêcher d'agir. Et voilà ce qui se passera si vous ne le faites pas ou si vous le faites. On va pas tous. Moi, j'ai peur des jeunes qui croient qu'on va tous mourir dans 3 ans. C'est pas du tout le cas. Par contre, ça va coûter cher et ça va être, si on met du temps à mettre tout ça en place. Et de plus en plus cher, au plus on attend aussi, évidemment. Le mot de la fin, vraiment quelques secondes. Le mot de la fin, et ça veut dire que si les Belges, une petite minorité dans le monde, eh bien, font des efforts, ce sera au bénéfice des autres pays du monde qui ont peut-être moins tendance à s'occuper du climat parce qu'ils cherchent à manger tous les jours, et donc cette solidarité-là, elle a tout son sens. Oui, après peut-être ça me fait réagir sur autre chose. Oui, on parle d'efforts des citoyens. On a vu aussi François nous parler de cette minorité agissante. Qu'est-ce que ça vaut tout ça face à des monstres comme l'Inde, la Chine ou autres qui, eux, ne sont pas préoccupés autant que nous par le climat ? Oui, mais on a une responsabilité historique. Nous, on s'en préoccupait pas il y a 50 ans. C'est ça. Donc on peut comprendre qu'ils aient d'autres priorités si effectivement ils ont plus de problèmes pour nourrir les habitants, etc. Et donc, mais on ne pourra rien faire si on ne le fait pas globalement. Donc il faut que l'Europe montre le bon exemple. On a commencé, mais c'est lent, quoi. Joachim Kuhns, peut-être. Oui, on peut aussi prendre notre responsabilité en faire des études, des sciences et d'ingénieurs.
Aussi, évidemment. Ah non, mais ça comprendre fait, sa vrai, et c'est je vrai. crois aussi dans la Je suis technologie. d'accord. Et donc, et si on peut faire quelque chose pour le monde, c'est faire des études, développer des systèmes, adapter des choses, etc. Notre intelligence. Et donc ne pas faire la grève de l'école. Non, mais c'est vrai. Comme Greta. Non, mais c'est vrai. Et pas acheter de l'armement. Bon, là, on part sur autre chose. Là. À l'ULB, quand j'ai commencé à donner cours, on avait 5 étudiants, maintenant à 45 en Évidemment. sciences de l'environnement. Donc, ça se voit que les jeunes sont intéressés par ça, ça leur parle en fait. Et ça, c'est rassurant Moi, aussi j'ai de confiance l'entendre. dans les jeunes pour bouger. Merci Cathy Clairvaux, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à François Gemène qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en liaison Skype. On va poursuivre nous sur l'actualité internationale. Que s'est-il passé sur notre planète ces 24 dernières heures? Élément de réponse dans notre tour du monde, ce sera juste après la pub. Merci de nous suivre dans les Visiteurs du Soir. Vous n'avez pas pu suivre l'actualité internationale de